I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative. It would be so nice. I want to congratulate Ron and Nikki for having a good time together. We're all having a good time together. And I think they both actually did very well. Donald Trump, au lendemain ou le jour même de sa victoire en Iowa, joue la carte de l'unité, mais on sent ensuite la petite pointe. Hein? Un brin de moquerie à l'endroit de ses adversaires, Nikki Haley et M. DeSantis, tels que Premier Azeb et Raphaël sont là pour décortiquer l'actualité politique de la semaine aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alexis. Beaucoup de choses évidemment à scruter. Allons-y par étapes. Il y a les primaires au New Hampshire qui approchent mardi prochain. Autre étape importante. Après sa victoire de lundi en Iowa, M. Trump est encore en avance dans les sondages, mais certains soulignent le fait que l'écart se rétrécit avec Mme Haley. Portrait, tout d'abord, on le voit ici en chiffres, 52 %. C'est un parmi tant de sondages. 52 pour M. Trump, 35 pour Mme Haley, 6 pour Ron DeSantis. Certains les placent avec un écart encore plus réduit. Comment vous interprétez ces coups de sonde et ces résultats? Azeb, à vous la parole en premier. Écoutez, oui, déjà, Nikki Haley, au New Hampshire, elle a le soutien du gouverneur Sununu, qui la soutient, donc elle va bénéficier de toute son équipe aussi de campagne. Ron DeSantis avait le soutien de la gouverneure de l'Iowa. Nikki Haley, ça se rétrécit, on dit même qu'elle est à 34 %, mais c'est toujours Donald Trump qui devance. Et l'extrait que vous avez montré tout à l'heure de Donald Trump, c'est un Donald Trump qu'on voit très rarement. Hein. Donald Trump rassembleur, qui tend la main à Nikki Haley, à Ron DeSantis, qui les félicite. Il a même tendu la main aux démocrates et aux libéraux. Là, évidemment, ça commence à se corser, ça commence à être serré. Et Donald Trump commence à envoyer des pointes là, à Nikki Haley. Il a déjà commencé à dire que c'est une mondialiste. Il la nomme par son prénom Nimrata. Vous savez qu'elle est d'origine, ses parents sont nés en Inde, elle est d'origine indienne. Donc ça rappelle un peu ce qu'il disait de Barack Obama. Il disait toujours Barack Hussein Obama. Donc ça, évidemment, c'est vu un peu à connotation raciste pour montrer vraiment qu'elle n'est pas du terroir américain, si vous voulez. Donc, il dit que de toute façon, elle n'a pas l'étoffe pour devenir présidente. Il a dit ça en entrevue et que vraiment, elle lui arrive presque pas à la cheville. C'est un peu comme ça qu'il la voit Donald Trump. Nikki Haley, de son côté, elle affirme qu'en fait, il est en train de l'attaquer parce qu'il se sent menacé, parce qu'il n'est pas si sûr de gagner. Mais c'est sûr qu'au New Hampshire, Alexis, c'est extrêmement important pour Nikki Haley d'avoir de très bons résultats parce que là, si elle redevient en 3e position, ce serait possible qu'elle quitte la course. Raphaël, votre point de vue sur ce qui s'annonce mardi prochain? Je suis entièrement d'accord avec Azeb. J'irais même plus loin que ça. Mme Haley n'a pas seulement besoin de terminer 2e. Je pense que c'est largement acquis qu'elle va terminer 2e si elle ne termine pas première en causant la surprise, dans la mesure où M. DeSantis est très, très peu présent sur le terrain au New Hampshire. Il le sait, il n'est pas réellement compétitif. Donc, ce n'est pas seulement le test de savoir est-ce qu'elle peut devancer M. DeSantis, c'est qu'elle doit prouver, et rapidement dans la course à l'investiture, qu'elle peut gagner quelque part, qu'elle peut battre M. Trump dans au moins un État. Et la question va se poser, croyez-moi, drôlement rapidement si cet État-là n'est pas le New Hampshire. Parce que regardez le calendrier après ça qui va suivre. On va avoir le Nevada où M. Trump est très largement en avance et encore de façon beaucoup plus inquiétante pour Mme Haley, presque exactement un mois après le vote au New Hampshire, le 24 février, ça va être la primaire de la Caroline du Sud. La Caroline du Sud, c'est l'État que Mme Haley a elle-même dirigé pendant 6 ans comme gouverneure et elle est 30 points présentement derrière M. Trump. Comment voulez-vous que sa candidature survive de façon réaliste si elle se casse les dents dans les 4 premiers États, incluant celui qu'elle a dirigé elle-même? Donc, il y a beaucoup de pression sur ses épaules mardi au New Hampshire. Il y a aussi beaucoup d'indécis. Est-ce qu'il n'y a pas là un terreau fertile pour elle pour aller grappiller des appuis en ce qui a trait au New Hampshire à tout le moins? Tout à fait. C'est 40 C'est 40 d'indécis. Hein. Plus de 300 000 électeurs ne sont ni affiliés au Parti démocrate ni au Parti républicain. Et il faut aussi le souligner, pour la Caroline du Sud, il y a le sénateur Tim Scott qui vient de soutenir la candidature de Donald Trump. Et ça, c'est perçu comme une trahison, parce que Nikki Haley, lorsqu'elle était gouverneure, elle avait soutenu Tim Scott pour qu'il devienne sénateur de l'État. Donc, si vous voulez, elle est en train aussi de perdre beaucoup de soutien. Donc, si on regarde en Caroline du Sud, Lindsey Graham
femme qui soutient Donald Trump, le gouverneur de la Caroline du Sud qui soutient également Donald Trump. Donc les trois grandes têtes, si vous voulez, politiques en Caroline du Sud soutiennent Donald Trump. Donc pour la Caroline du Sud, ça risque d'être difficile. Pour le New Hampshire, oui, peut-être qu'elle aurait des chances de l'emporter, mais pour le moment, les sondages indiquent que c'est vraiment Donald Trump là, qui mène le bal. Et il y a un point absolument clé dans ce qu'Azeb vient de mentionner. Là aussi, je me permettrais de le ratisser encore plus large que ça. Elle a absolument raison. Les deux sénateurs républicains et le gouverneur républicain, qui, soit dit en passant, était le numéro 2 de Mme Haley lorsqu'elle était gouverneure. Ils sont tous dans le camp Trump. Ça, c'est une chose. Ce qui est encore plus inquiétant pour elle, et encore une fois, c'est là que j'irai encore plus largement que ça, pour tous les adversaires, en fait, il en reste vraiment deux, là, ce statut d'important pour M. Trump, Mme Haley, M. DeSantis, c'est la quantité d'élus républicains qui sont officiellement dans le camp Trump. Et le contraste avec la campagne de 2016, il est absolument saisissant parce qu'à pareil stade, il y a 8 ans, les élus, ce qu'on appelait les élites républicaines, que ce soit des représentants, des sénateurs, des gouverneurs républicains qui osaient s'afficher publiquement comme étant des supporters de Donald Trump, étaient presque inexistants. Là, c'est le contraire. C'est que il y en a quelques-uns, Azeb a raison de mentionner M. Sununu au New Hampshire, Mme Reynolds, la gouverneure de l'Iowa, qui ont choisi des candidats autres que M. Trump, mais ils sont minoritaires. La réalité, c'est que ce n'est pas simplement l'électorat républicain qui, très majoritairement, est dans le camp de M. Trump, c'est également la nette majorité des élus du parti. OK. Ça, c'est tout un contraste par rapport à la première course. Oui, de une M. claire Trump. illustration de la mainmise de Donald Trump Exact. sur le parti comme tel, ça c'est certain. Autre différence peut-être par rapport à la dernière élection, c'est le fait que cette fois-ci, toutefois, en toile de fond, il y a des procès. Il y en a beaucoup de procès qui collent à la peau de Donald Trump, tant au civil qu'éventuellement aussi au criminel. Cette semaine, il était de passage à New York pour un procès pour diffamation. Et encore une fois, Zeb, il a fait parler de lui avec une façon peu habituelle de s'adresser à un tribunal. Tout à fait. Écoutez, pour lui, c'est une autre plateforme électorale pour Donald Trump. À partir du moment où on parle de lui, qui fait la une des médias, c'est toujours de la bonne publicité. Je veux juste revenir en arrière au mois d'août, lorsqu'il était au procès en Georgie. Quand il y avait eu sa fameuse photo là, sur la tasse, il avait réussi à faire une levée de fonds de 7 millions de dollars. Alors, ces procès-là, non seulement le rendent populaire, mais lui rapportent également des sous. Là, juste après l'Iowa, il s'est rendu à New York pour le procès en diffamation E. Jean Carroll qui le poursuit pour 10 millions de dollars. Et puis juste après ça, il s'est rendu au New Hampshire. Mais à chaque apparition, si vous voulez, publique, oui, il s'est fait rabrouer par le juge. Mais pour ses partisans, Donald Trump est quelqu'un de persécuté, que le système politique et judiciaire, ils sont contre lui pour l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles. Donc, c'est cette perception-là qui reste chez les partisans de Donald Trump, chez les républicains. Et c'est pour ça que ça ne se tourne pas du tout contre lui. Exact. Et c'est pour ça que l'expression qui a été utilisée par de maintes voix dans les médias, surtout les médias américains, depuis en fait à peu près un an, là, depuis qu'on a commencé le bal des inculpations de M. Trump, à dire que pendant la campagne de 2024, on allait avoir un candidat républicain qui allait faire des allers-retours entre la campagne et le tribunal ne fonctionne pas. Parce que pour Donald Trump, le tribunal, ce n'est pas un endroit où il se rend en prenant une pause de sa campagne. Comme Azeb le suggérait il y a un instant, c'est un prolongement naturel de sa campagne. C'est une plateforme de plus où il peut véhiculer un message qu'il véhicule déjà dans ses rallyes de campagne électorale, comme quoi le système est contre lui, les élites sont contre lui. C'est pour ça qu'ils utilisent tous les moyens inimaginables, incluant des poursuites civiles et criminelles pour essayer de lui bloquer la voie. Donc, c'est non seulement que ça lui donne un crachoir de plus, une plateforme de plus, mais une plateforme qui, encore une fois, sert à renforcer son message politique beaucoup plus qu'à le miner, là. Ahurissant, tant au civil qu'au criminel. Donc, qui arrive, jusqu'à présent tout le moins, à tirer profit de tout ça, profit au sens propre comme figuré. On tourne notre regard à présent quand même sur un autre pan de l'actualité politique américaine et je dirais même internationale. Il faut absolument qu'on parle de ce qui se passe entre Israël et les États-Unis, entre messieurs Netanyahou et Biden. Monsieur Netanyahou qui, avec aucune gêne, rabroué ou presque, ou en tout cas écarté du revers de la main la solution en 2 États proposée avec insistance par Joe Biden. Joe Biden qui a pris son téléphone aujourd'hui a appelé Benjamin Netanyahou, signe à Zeb que ça se corse entre les deux alliés historiques.
Oui, tout à fait. Et il ne s'était pas parlé depuis plus de 3 semaines. Et apparemment, la dernière conversation, ce qu'on entend dans les coulisses, c'est que Joe Biden lui avait carrément raccroché au nez. Mais là, c'est officiel. Benjamin Netanyahou a dit hier que voilà, il était contre la solution des 2 États, qu'il ne s'entendait pas du tout avec la position américaine. Évidemment, pour Netanyahou, c'est politique. Il espère avoir des votes et du soutien, qu'en fait, il est tout seul à protéger l'État d'Israël et qu'une solution à 2 États, c'est un danger pour Israël. En gros, c'est comme ça qu'il défend cette idée-là. Évidemment, ça va complètement à l'encontre de ce que le président, l'administration Biden soutient depuis le début, en disant que la solution, c'est une solution à 2 États, que non, ce n'est pas vrai qu'Israël va contrôler Gaza. Et là, évidemment, avec cette annonce de Netanyahou, ça va complètement à l'encontre de ce qui a été dit par Joe Biden, mais également par le secrétaire d'État Anthony Blinken. Là, il y a déjà une dizaine d'élus démocrates, dont M. Raskin, qui ont dit, écoutez, nous, on est pour la solution à 2 États, on soutient le président Joe Biden. Donc il y a vraiment une scission là entre Israël et Washington. Et le problème, c'est que les Américains, les États-Unis, c'est quand même le pays qui soutient Israël, que ce soit de façon financière, militaire, etc. Donc comment va réagir Joe Biden? Est-ce qu'ils vont continuer à soutenir militairement Israël? Certainement que oui, parce que vraiment, il y a une espèce de solidarité, une unité. Israël, c'est l'allié indéfectible des Américains. Mais là, on dirait en anglais, quel est le leverage de Joe Biden là-dessus? On ne le sait pas. Oui, quelle est sa marge de manœuvre? Et Raphaël, Voilà. oui, allez-y, je vous en prie. J'ai rien dit, Alexis. J'attends votre question. Ma question, la voici. Dans quelle mesure ce que vient de nous décrire comme situation Azeb a des échos en ce qui a trait à la politique américaine? On dit que M. Biden et les démocrates perdent des appuis dans les tranches plus jeunes de l'électorat, étant donné leur position un peu plus pro-Israël. Il y a un peu d'influence ou de vase communicant dans ce dossier-là, entre la politique étrangère et la politique interne. Un peu beaucoup. Et sur plus qu'un front, il y a le premier élémentaire, évidemment, de la position davantage pro-israélienne, effectivement, de l'administration américaine. Une position qui est extrêmement inconfortable à tenir pour M. Biden, parce qu'effectivement, l'électorat jeune, dont lui et sa campagne de réélection dépendent de façon fondamentale pour espérer se faire réélire, n'est pas, disons, du même côté de ce débat-là et beaucoup plus sympathique à la cause palestinienne. Donc, on essaie de ménager un petit peu la chèvre et le chou. C'est un jeu d'équilibriste qui est excessivement difficile pour M. Biden. Et ça, ce n'est pas de son ressort. Ou tout au moins, je devrais qualifier mes propos, là, ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas responsable de cette difficulté politique-là à la base. La deuxième composante qui, à la base, est internationale, mais vient s'inscrire également sur le tableau domestique, là, sur la scène politique américaine et encore plus spécifiquement sur la scène de la campagne électorale de 2024, ce sont les prix de l'énergie. C'est-à-dire que si les tensions continuent ou pire encore, vont en s'enflammant dans la région, il y a de réels risques pour ce qui est des cours du pétrole. Et dans une dynamique, doit-on toujours le rappeler, électorale où la question de l'inflation, de façon plus large, mais de façon, on parle d'économie, mais de façon beaucoup plus précise, l'inflation demeure le boulet politique numéro 1 pour M. Biden. Ça aussi, c'est important. Donc, est-ce qu'il y a une solution facile? Je n'en vois pas présentement. Et ce que je me permettrais d'ajouter, c'est ceci. Azeb parlait de scission entre Washington et Israël. Évidemment que c'est vrai. Encore une fois, j'irais plus loin que ça. C'est que ce n'est pas simplement qu'il y a une scission entre M. Biden et M. Netanyahou. C'est qu'il y a une scission entre la position israélienne actuelle, la position du gouvernement Netanyahou, et celle de plusieurs administrations américaines précédentes, incluant des administrations républicaines comme celle pas si lointaine de George W. Bush, qui disait très clairement la solution dans la région, c'est une solution à 2 États. Et non, là, on a le gouvernement israélien qui, soit dit en passant, est en poste, en principe, là, au moins pour les, grosso modo, 3 prochaines années, qui rejette ça catégoriquement du revers de la main. Ça ne sera pas facile à traiter à Washington comme dynamique, c'est un euphémisme. Oui, et je dirais à Tel Aviv et Jérusalem aussi, dans la mesure où les appuis à l'interne pour M. Netanyahou sont en train de s'éroder, Exact. si on se fie au dernier sondage Azeb. Raphaël, merci beaucoup pour cette contribution à ce panel américain et à nous aider à avoir une meilleure compréhension des enjeux actuels. On garde le cap sur mardi. New Hampshire, ça sera à surveiller sur les ondes d'ici RDI. Merci beaucoup. Merci, Alexis. Au revoir.